Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder ensemble le mécanisme général de l'accouchement. Alors, il faut savoir que l'accouchement est un phénomène naturel très très complexe où plusieurs étapes vont entrer en jeu, plusieurs mécanismes, plusieurs phénomènes vont entrer en jeu, simultanément ou pas, pour aboutir à l'expulsion du fœtus et de ses annexes. Alors, on va toujours commencer par une petite introduction. On va définir ce qu'est le travail, comment vont agir les contractions sur ce mécanisme de l'accouchement. On va voir les phénomènes mécaniques, physiologiques et plastiques de l'expulsion. Et enfin, la délivrance et ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors, comme introduction, il faut savoir que l'accouchement se déroule en trois grandes étapes. On a le travail qui est finalement le moteur de cet accouchement. Puis on a l'expulsion. Alors l'expulsion, c'est évidemment le fait d'expulser le fœtus en dehors de l'utérus. Et enfin la délivrance qui est eh bien l'expulsion du placenta, du reste du cordon et des membranes. Alors il faut savoir que le terme normal de la grossesse est défini chez nous comme 40 semaines plus ou moins 2 semaines, c'est-à-dire entre 38 et 42 semaines, on parle euh, d'une naissance à terme. Il y a certaines sources qui parlent de 39 plus ou moins 2, c'est-à-dire de 37 à 41 semaines. Après 41 semaines, on parle de dépassement de terme. Et après 42 semaines, on va parler de grossesse prolongée. Alors, c'est quoi le travail? Eh bien, le travail est défini comme étant l'association des contractions et des modifications cervicales. Alors, on parlera du travail lorsque les contractions du travail, c'est-à-dire les contractions qui auront certaines caractéristiques qu'on verra tout à l'heure, vont apparaître, et ainsi que certaines modifications cervicales. Alors, quels sont les critères du début de travail? Donc, on a des critères formels et des critères non formels. Les critères formels de début de travail, ce sont, comme on a dit, les contractions et les modifications du col. C'est ce qu'il faut retenir à tout prix. Et les critères non formels du début de travail, c'est-à-dire les critères non formels, c'est-à-dire que ce sont des critères qui ne sont pas obligatoirement présents pour parler d'un début de travail. Donc, on a la formation du segment inférieur. Le segment inférieur, c'est, eh bien, comme on le sait, l'utérus est formé d'un corps, d'un isthme et du col de l'utérus ici avec sa partie endo et exo-vaginale. Donc ici, l'isthme de l'utérus à la fin, enfin vers la fin de la grossesse va disparaître pour venir se transformer en segment inférieur et ce segment inférieur va être en continuité avec le corps utérin. Donc la formation du segment inférieur fait partie des critères non formels du travail. Ensuite, on a de l'émission du bouchon muqueux. Et enfin, l'engagement de la présentation qui est également un critère non formel car on peut avoir un travail alors que la présentation est très haute, voire pas engagée. Donc il faut retenir que les critères formels du début de travail sont les contractions et les modifications du col qui constituent même la définition du travail. Alors les contractions lors du travail, on a dit qu'elles avaient certaines caractéristiques particulières pour les différencier des contractions de Braxton Hicks qui, elles, vont plutôt permettre la formation du segment inférieur. Ce sont de fausses contractions qui ne sont pas liées au travail. Donc les contractions du travail sont involontaires, elles sont intermittentes, totales, c'est-à-dire qu'elles concerneront toute la musculature utérine. Elles sont très douloureuses et progressives. Alors progressives, elles sont progressives, c'est-à-dire en intermittence, donc leur fréquence sera de plus en plus élevée et leur intensité sera de plus en plus élevée. Donc elles seront progressives en fréquence et en intensité. En fréquence et en intensité. Donc les contractions lors du travail, elles seront involontaires, donc l'utérus va se contracter en dehors de la volonté de la mère. Elles seront intermittentes, donc il y aura un certain laps de temps entre plusieurs contractions. Elles seront totales, donc elles vont concerner la totalité de la musculature utérine. Elles sont très douloureuses, parfois insupportables, et elles sont progressives dans leur fréquence et dans leur intensité. Ces 5 critères vont définir les contractions du travail. Donc, comme on a dit, à différencier des contractions de Braxton Hicks, les contractions de Braxton Hicks qui vont euh, intervenir dans la formation du segment inférieur de l'utérus en dehors du travail.
Bien sûr, dans le travail, on aura la notion de passage et de passager. Donc le passage, c'est par où va passer le fœtus. C'est donc le bassin obstétrical qui fera l'objet d'une autre vidéo. Et le passager, c'est donc la présentation, le fœtus. Alors on a différentes présentations selon la position du fœtus à l'intérieur de l'utérus et c'est-à-dire quelle sera la première partie du fœtus qui va se présenter au détroit supérieur. Donc on a les présentations dites céphaliques, c'est-à-dire où la tête première va se présenter au détroit supérieur. Certaines présentations céphaliques sont dites fléchies, c'est-à-dire que la tête est en flexion, le cou est fléchi, il est très bien fléchi, comme dans la présentation du sommet qui est de loin la plus fréquente. Et on a des présentations dites défléchies, où la tête peut être entièrement défléchie, c'est le cas de la présentation de la face, ou elle peut être à 2/3 défléchie, c'est le cas de la présentation du front, ou à 1/3 défléchie, c'est le cas de la présentation du bregma. Alors il faut mettre en évidence que la présentation du front est une contre-indication à la voix basse. On a ensuite la présentation podalique où le siège peut être soit complet, soit décomplété. Alors le siège complet, c'est lorsque le fœtus est en tailleur à l'intérieur de l'utérus où il a les hanches et les genoux fléchis, et le siège décomplété où il y a uniquement les hanches fléchies et les jambes étendues sur le long du corps. Enfin la présentation transverse, dite présentation de l'épaule, qui elle va contre-indiquer la voix basse. Donc trois grands types de présentations. On a dit les présentations dites céphaliques, où la tête peut être soit fléchie, soit défléchie. Si elle est fléchie, on va parler de présentation du sommet. Si elle est défléchie, on parlera de présentation du bregma si elle est à 1/3 défléchie, de front à 2/3 et de face complètement défléchie. La présentation du front, on a dit contre-indique la voix basse. Ensuite, on a les présentations dites podaliques, où c'est soit les jambes, enfin les pieds, soit les fesses qui vont se présenter en premier au détroit supérieur. On peut avoir un siège complet. Dans ce cas-là, eh bien, on verra plutôt les pieds qui vont se présenter au détroit supérieur et le fœtus est assis en tailleur, donc les hanches et les genoux fléchis à l'intérieur de l'utérus. Et le siège décomplété, où il y aura les jambes étendues le long du corps. Tandis que la présentation transverse, elle, ce sera l'épaule qui va se présenter au détroit supérieur et ce sera une contre-indication formelle à la voix basse. La césarienne est obligatoire. Donc l'action des contractions, eh bien les contractions, elles auront une fonction bien précise, c'est la formation et l'ampliation du segment inférieur. Alors comme on a dit, le segment inférieur est une entité qui est purement gravidique, donc il n'y a pas de segment inférieur en dehors d'un utérus gravide. Le segment inférieur, c'est en fait l'isthme qui va venir se dilater à la fin de la grossesse pour venir épouser la forme de la présentation. Il se formera pendant les derniers mois de grossesse et il va s'amplier durant le travail et au moment de l'engagement. On a ici également l'effacement, la dilatation et l'effacement du col. Alors l'effacement et la dilatation du col peuvent se faire soit en même temps, soit l'un après l'autre. Chez la nullipare, on aura d'abord l'effacement puis la dilatation, tandis que chez la multipare, les deux phénomènes se feront en même temps. Lorsque le col est complètement effacé, complètement dilaté, eh bien on aura ce qu'on appelle un canal dit cervico-vaginal ici. Donc il y aura une continuité totale entre l'utérus et le canal vaginal lorsque le col de l'utérus est complètement dilaté à 10 cm. Dernière action des contractions utérines, c'est l'action sur les membranes. Donc c'est notamment la formation de la poche des os. La formation de la poche des os, donc la poche des os, ce que c'est la partie des membranes qui est au contact du col de l'utérus. Alors il faut bien sûr respecter l'intégrité de la poche des os, éviter à tout prix de la rompre, car elle joue un rôle protecteur notamment contre les infections, les traumas, et elle favorise la dilatation du col. La rupture de la poche des os, elle peut se faire soit de manière prématurée, c'est-à-dire avant le travail, soit de manière précoce, donc c'est en début de travail, soit de manière intempestive, donc pendant la dilatation mais incomplète du col, avant les 10 cm, soit de manière tempestive, c'est la situation idéale, et ça ce sera à dilatation complète.
Donc on se rappelle qu'il faut respecter l'intégrité de la poche des os, c'est très important car elle joue un rôle protecteur notamment contre les infections. Et la rupture de la poche des os, elle a quatre types, donc elle peut être soit prématurée en dehors de tout travail, soit précoce en début de travail, soit intempestive à dilatation incomplète, soit tempestive qui est le scénario idéal et c'est à dilatation complète du col. On enchaîne avec les phénomènes mécaniques. Donc on a dit que l'expulsion se fait par trois phénomènes. On a des phénomènes mécaniques, des phénomènes physiologiques ou dynamiques et les phénomènes plastiques. Dans les phénomènes mécaniques de l'accouchement, on a trois étapes. Première étape, l'engagement, ensuite la descente et la rotation, et enfin le dégagement. L'engagement lui-même se fait en trois étapes. D'abord l'orientation, donc la présentation va s'orienter au niveau du détroit supérieur. Ensuite l'amoindrissement, où la présentation va essayer de diminuer ses diamètres afin de pouvoir s'adapter au détroit supérieur, donc au bassin obstétrical. Et enfin, l'engagement proprement dit, il y a le passage dans la filière. Dans la descente et la rotation, donc on a les deux différentes étapes, la descente et la rotation qui peuvent se faire soit simultanément, soit l'un après l'autre. Et enfin, le dégagement de la tête, des épaules et du siège. On commence par l'engagement. Donc l'engagement possède deux critères cliniques, on a le signe de Farabeuf et le signe de Fabre. Alors les signes de Farabeuf va se rechercher au toucher vaginal, donc on va faire pénétrer les deux doigts en direction de S2, ici. Si les deux doigts vont buter contre la présentation, là on va parler d'un signe de Farabeuf positif et ça veut dire que la présentation sera engagée. Si les deux doigts arrivent à S2 sans buter contre la présentation, là on dira que la présentation n'est pas encore engagée. Donc signe de Farabeuf, les deux doigts en direction de S2. Si ça bute contre la présentation, eh bien elle est engagée. Si elle ne bute pas, c'est qu'elle n'est pas engagée. Pour les signes de Fabre, donc c'est la distance acromio-pubienne qui va être mesurée donc entre l'acromion du fœtus et le pubis de la mère. Dans ce cas-là, si elle est inférieure à 7 cm ou 4 travers de doigts, là, on parlera d'une présentation qui sera engagée. Donc les critères cliniques de l'engagement se rechercheront par le signe de Farabeuf, donc les deux doigts, OTV, et le signe de Fabre, c'est la distance acromio-pubienne. La descente et la rotation. La descente et la rotation, donc d'abord la descente suivant l'axe ombilico-coccygien de la mère. On a vu ça dans le chapitre sur le bassin obstétrical. Puis la descente sur un axe horizontal. Suivant la filière génitale. La rotation sera en intrapelvien qui va ramener le repère de la présentation en regard de la symphyse pubienne qui va ensuite servir de pivot, de point de pivot pour le dégagement. Donc la rotation se fera en intrapelvien, elle va ramener le repère de la présentation en regard de la symphyse pubienne. Donc c'est quoi le repère de la présentation ? Le repère de la présentation, c'est la partie qui va définir cette présentation. Par exemple, pour le sommet, son repère, ce sera la petite fontanelle ou la fontanelle postérieure, donc l'occiput. Pour la face, ce sera plutôt le menton. Donc lors de la rotation, on va essayer d'amener ce repère, donc ramener par exemple l'occiput à la symphyse pubienne pour la présentation du sommet, et ainsi faciliter le dégagement pour le point de pivot. Le dégagement se fera donc sur le diamètre longitudinal du détroit inférieur, autour d'un point de pivot qui sera idéalement la symphyse pubienne. Et enfin, le dégagement se fera à l'inverse de l'engagement, c'est-à-dire que dans les présentations céphaliques évidemment, donc pour par exemple une présentation du sommet où eh bien, la tête est entièrement fléchie, eh bien, là, le dégagement se fera en déflexion. L'inverse, par exemple, pour la présentation de la face où la tête est complètement défléchie, eh bien, le dégagement se fera en flexion. Donc, si on essaie de reprendre, dans les phénomènes mécaniques, on a l'engagement, donc l'engagement qui se fera par trois étapes. D'abord, l'orientation, où la présentation va essayer de s'orienter pour aller se présenter au détroit supérieur. Donc elle va orienter son plus grand diamètre avec le plus grand diamètre du détroit supérieur. Si on prend l'exemple de la présentation du sommet, eh bien le fœtus va orienter son diamètre occipitofrontal avec le diamètre oblique gauche du détroit supérieur. Ensuite, l'amoindrissement où le fœtus va essayer de diminuer ses diamètres afin de mieux s'adapter au bassin obstétrical. Donc, il va essayer
d'entraîner un complément de flexion pour par exemple la présentation du sommet et ainsi présenter son diamètre sous-occipito-bregmatique au diamètre oblique gauche du détroit supérieur et donc mieux passer dans la filière. Enfin, l'engagement proprement dit. Alors l'engagement proprement dit, c'est le passage dans ce sera donc le passage dans le canal du bassin et ainsi il peut se faire en deux grands phénomènes, donc soit le phénomène de synclitisme, c'est-à-dire où les deux bosses pariétales vont passer en même temps, pour la présentation du sommet bien sûr, soit en asynclitisme, c'est-à-dire que la bosse pariétale la plupart du temps droite passera avant la gauche. Donc synclite, les deux bosses pariétales passent en même temps, asynclite, une bosse pariétale passera avant l'autre. C'est juste un exemple de la présentation du sommet, bien sûr la plus fréquente. La descente et la rotation, donc la descente se fera d'abord dans l'axe ombilico-coccygien, puis dans l'axe horizontal de la mer. Enfin la rotation qui se fera en intrapelvien et qui va essayer de ramener le repère de la présentation au niveau de la symphyse pubienne qui va servir de point de pivot pour le dégagement qui se fera en 3 étapes, d'abord le dégagement de la tête pour la présentation du sommet, puis des épaules, puis du siège, l'inverse pour les présentations podaliques évidemment. Le dégagement se fera autour d'un point de pivot qui sera idéalement à la symphyse pubienne, et on a dit que pour les présentations céphaliques, eh bien, le dégagement se fera à l'inverse de l'engagement, donc pour les présentations fléchies, le dégagement se fera en déflexion. Les phénomènes physiologiques. Donc les phénomènes physiologiques, c'est la formation et l'ampliation du segment inférieur. Donc on parlera eh bien, dans les accouchements dystociques, eh bien, les phénomènes physiologiques se feront mal. On aura une mauvaise ampliation du segment inférieur, on aura une mauvaise dilatation du col, des contractions utérines anarchiques et les efforts maternels seront plus ou moins inefficace. Donc dans ce genre lorsque eh bien, on a une mauvaise ampliation, une mauvaise dilatation, etc., on parlera d'un accouchement dystocique. Donc ces 4 critères, la formation et l'ampliation du segment inférieur, la dilatation du col, les contractions utérines associées à des efforts de poussée maternelle qui seront efficaces, dans ce cas-là, ce sont les critères de bons phénomènes physiologiques. Lorsque les efforts de poussée maternelle n'aboutissent pas à l'expulsion au-delà de 30 minutes, on parlera d'efforts expulsifs inefficaces et on aura recours le plus souvent soit à une aide chimique par le syntostinon, soit à un forceps de dégagement qui est le seul forceps validé actuellement. Donc formation et ampliation du segment inférieur, dilatation du col, contraction utérine associée à des efforts maternels expulsifs efficaces sont les critères des phénomènes physiologiques normaux. Lorsque les efforts de poussée d'expulsion sont inefficaces au-delà de 30 minutes, on parlera donc d'efforts expulsifs inefficaces. Les phénomènes plastiques, ce seront toutes les déformations qui vont apparaître sur le fœtus après l'accouchement. On va parler donc soit de déformations intrinsèques, soit de chevauchement des os du crâne, qui est très très rare, sauf dans les macrosomies ou dans les présentations des fléchis, et les bosses sérosanguines qui, elles, sont plus ou moins fréquentes dans les présentations dystociques. La délivrance, alors c'est l'expulsion des annexes, donc placenta avec le reste du cordon et les membranes. La délivrance se fera en 3 étapes. D'abord le décollement, alors le placenta va se décoller de la paroi utérine. Il y aura bien sûr des métroragies avec déroulement du cordon à la vulve. Ensuite l'expulsion sous l'action des contractions utérines avec parfois associé à des efforts expulsifs de la mère. Et enfin l'hémostase par rétraction utérine, donc l'utérus va effectuer une contraction de sa musculature afin de fermer les vaisseaux sanguins, les artères spiralées qui sont béantes. Donc 3 phases lors de la délivrance. On a le décollement qui sera caractérisé par des métroragies et du déroulement du cordon à la vulve. Ensuite l'expulsion sous l'action des contractions utérines parfois associées à des efforts expulsifs de la mère. Et enfin l'hémostase par rétraction utérine qui va venir fermer les artères spiralées qui sont toujours béantes. On a deux grands modes de délivrance. On a la délivrance en mode Baudeloc et la délivrance en mode Duncan. Ces 2 modes de délivrance, eh bien, ils sont liés à l'implantation du placenta. Lorsque le placenta est normalement implanté, c'est-à-dire au niveau du fond utérin, on aura une
une délivrance en mode Bodlock. Lorsqu'il est anormalement implanté, donc souvent lorsqu'il est implanté en latéral ou lorsqu'il est implanté en prévia, on aura une délivrance en mode d'un camp. Alors dans la délivrance en mode Bodlock, eh bien, le placenta va tomber sous l'effet de la gravité et on aura la face fétale du placenta qui va apparaître en premier à la vulve. Alors que dans le mode d'un camp, il va tomber plutôt de côté et on aura la face maternelle du placenta qui va apparaître en premier à la vulve. Donc ici en mode Bodlock, on va essayer de s'en rappeler parce que ça va former un B ici. Et le mode d'un camp, on va essayer de s'en rappeler parce que ça va former un D à l'envers ici. Donc dans le mode Bodlock, c'est la face fœtale qu'on aura en premier à la vulve, et dans le mode d'un camp, c'est la face maternelle qu'on aura en premier à la vulve. Dans le mode Bodlock, eh bien, le placenta est normalement inséré au fond utérin, il va tomber de lui-même sous l'effet de la gravité, tandis que dans le mode d'un camp, il est la plupart du temps anormalement inséré, soit au niveau des faces latérales, soit en prévia, et il va tomber par glissement sur les faces de l'utérus, et on aura donc la face maternelle qui va apparaître en premier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'accouchement va se faire en 3 étapes. D'abord le travail, puis l'expulsion et enfin la délivrance. Le travail est défini par ces critères formels qui sont les contractions utérines associées aux modifications cervicales, les contractions utérines du travail qui ont les caractéristiques, et elles sont intermittentes, totales, douloureuses, progressives en fréquence, etc. En fréquence et en intensité, etc. L'expulsion va posséder des phénomènes mécaniques, donc l'engagement, la descente et la rotation et le dégagement, des phénomènes physiologiques qui est la formation et l'ampliation du col, les contractions, la formation et l'ampliation du segment inférieur, les modifications du col, les contractions utérines associées ou pas à des efforts expulsifs maternels, et enfin les phénomènes plastiques qui sont toutes les modifications qui vont intéresser le fœtus, donc tout ce qui est bosse sérosanguine, chevauchement de os du crâne, tout ce qui est modification des parties molles. Les phénomènes mécaniques sont les étapes d'expulsion fœtale, donc on a dit engagement des centres de rotation, et enfin la délivrance qui sera définie par l'expulsion du placenta et associée au cordon et des membranes. Elle peut se faire selon le mode Bodlock si le placenta est bien inséré, le mode Duncan si le placenta est anormalement inséré. Dans le mode Bodlock, on aura la face fœtale qui apparaîtra en premier à la vulve, et dans le mode Duncan, ce sera plutôt la face maternelle qui apparaîtra en premier à la vulve, et je vous remercie.